Mesdames, Messieurs, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes nombreux autour de notre plateau TV Agri. Et justement, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Politique à la ferme, Jean-Christophe Lagarde. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes député de Seine-Saint-Denis, vous êtes président de l'UDI depuis 2014, vous êtes vice-président du Parti démocrate européen et vous êtes venu ici à Clermont-Ferrand pour porter une parole sur la vision de l'agriculture. Qu'est-ce que vous allez leur dire aux éleveurs que vous allez ou que vous avez rencontrés ? D'abord pour marquer le fait que les crises que subit le monde de l'élevage ont besoin de réponses politiques. Il y a des crises structurelles, la crise du modèle économique, j'imagine qu'on y reviendra. Il y a les crises conjoncturelles, comme par exemple en ce moment cette épidémie qui pénalise y compris le salon lui-même. La politique, elle ne peut pas faire l'agriculture, elle ne doit pas faire l'agriculture, mais elle doit créer les conditions favorables à l'agriculture. Et aujourd'hui, objectivement, si le monde agricole, et particulièrement le monde de l'élevage, est dans une telle situation, je discutais tout à l'heure avec les banquiers qui financent et qui me disaient les difficultés rencontrées, avec des exploitants, c'est en réalité parce qu'on n'a pas créé le cadre de la réussite. Les agriculteurs, ils sont capables de réussir. Les filières qu'il y a derrière sont capables de réussir. Mais on ne crée pas le cadre, on ne crée pas l'environnement. Que ce soit sur le plan normatif, on abrutit notre pays, en règle générale, et notre agriculture de normes qui ne sont pas nécessaires. C'est même pas les normes européennes, c'est les normes que nous, administration française, on rajoute comme pour justifier leur utilité. Et puis, il y a à reconsidérer, c'est notre conviction, l'ensemble du système de protection sociale. C'est vrai pour les agriculteurs. Il y a peu de cotisants, il y a beaucoup d'ayants droit. Alors qu'en réalité, moi qui suis urbain, je cotise volontiers pour que les agriculteurs puissent avoir un niveau de protection sociale satisfaisant et des cotisations moins fortes pour être compétitifs. Parce qu'en faisant ça, qu'est-ce que je soutiens ? Je soutiens ce que je vais manger, je soutiens de l'emploi dans mon pays qui n'est pas délocalisable, et je soutiens aussi l'aménagement du territoire qui est essentiel, bien sûr au monde rural, mais croyez-le aussi au monde urbain et périurbain. Alors, vous avez parlé des normes. Effectivement, cet après-midi, vous avez les sénateurs Lasserre et Dubois, dans le cadre d'un débat à l'Assemblée, qui ont rappelé les excès de normes. Pourtant, les normes, c'est l'UMP. C'est quand même l'UMP qui a été, maintenant les Républicains en manette durant le début des années 2000, qui ont imposé un rythme important d'application de normes. Est-ce que vous êtes sûr aujourd'hui que si la droite revient au pouvoir, elle va vous lever un petit peu le pied sur ces normes ? J'en discutais tout à l'heure avec mes amis Louis Giscard d'Estaing et Hervé Prononce, qui sont des élus UDI du Puy-de-Dôme. Bien sûr qu'il y a eu des erreurs commises par nos alliés les Républicains. Mais une des raisons pour lesquelles les centristes ont voulu se regrouper, c'est pour qu'on ne revive plus des erreurs sans personne pour dire « ça ne peut pas se passer comme ça ». Nous, on a une autre ambition. Il y a des normes européennes, elles sont nécessaires parce qu'elles permettent l'exportation, elles permettent les échanges. Mais ajouter des normes françaises aux normes européennes, c'est pure folie. Ça veut dire en clair qu'on se tire nous-mêmes une balle dans le pied sur notre capacité à produire, à vendre ce que nous produisons. On complexifie la vie alors qu'on a déjà suffisamment de difficultés comme ça. Alors j'ai vu un peu sur Internet, vous dites qu'il faut sortir du terrorisme des Verts. Donc c'est vrai que là-dessus, les agriculteurs, ils vous entendent. Concrètement, comment faire ? L'UDI, c'est un parti qui a été fondé autour de Jean-Louis Borloo. Je ne vais pas vous dire que l'environnement, ça ne compte pas, au contraire. Mais il y a une chose à comprendre, c'est que l'environnement, ce n'est pas une punition. Ça peut même être une chance. Et tant qu'on le vit, entre guillemets, tant que l'administration, tant que le pouvoir actuel, M. Hollande, M. Le Foll, mais Mme Royal également, vivent ça comme le fait de punir ceux qui saliraient. Non, on doit encourager. Souvenez-vous du modèle qui avait été engagé dans l'automobile par Jean-Louis Borloo, le bonus-malus. Plus tu es propre, plus tu vas gagner d'argent, et plus tu es sale, moins tu en gagneras. On peut inventer un nouveau modèle, et puis il faut le faire à un rythme raisonnable et raisonné. On ne change pas un modèle en quelques semaines, en quelques mois, en quelques années. Simplement, il y a une trajectoire à inventer pour qu'on puisse produire de la qualité, vendre des marques. Regardez ici. Vous avez, à travers l'élevage bovin, des marques mondiales. L'Aubrac, c'est connu dans le monde entier. Le Salaire, c'est connu dans le monde entier. Ça s'exporte. Simplement, ça s'exporte si on vend en plus la qualité. Et à ce moment-là, on voit d'ailleurs qu'on peut récupérer une partie de notre compétitivité par la réputation, par la renommée, par le label, mais aussi par le niveau, entre guillemets, de garantie qu'on apporte aux consommateurs. En circuit court, dans l'ensemble du pays et en exportation. Je pense qu'on a un vrai effort à faire là-dessus. Vous vous rendez compte ? On est 6,5 milliards sur la planète aujourd'hui. On sera une dizaine de milliards vraisemblablement dans une trentaine d'années. Il y a beaucoup de gens à nourrir. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut les nourrir aussi bien et produire aussi rapidement, entre guillemets, que dans notre pays, qui bénéficie, et même dans cette région, l'Auvergne, qui bénéficie d'une capacité de production assez unique au monde. Allez voir en Afrique, allez voir en Asie du Sud-Est, allez voir au Moyen-Orient. C'est difficile pour eux de produire. Nous, on peut produire, on peut exporter
dès lors qu'on a la qualité, le modèle économique, et puis, je voudrais dire un mot des amortisseurs qui sont nécessaires. Vous avez bien vu ce qui se passe dans le monde céréalier. On a créé des amortisseurs parce que les cours mondiaux, et aujourd'hui le marché est mondial, un coup ça va, un coup ça va pas. Et il faut ces amortisseurs. Ces amortisseurs, avant, ils étaient créés par l'Europe. Il faut qu'on invente des amortisseurs différents qui permettent de faire en sorte que, quand le cours de la viande est trop bas, on puisse garantir un prix minimum. Pas comme a essayé de le faire le gouvernement cet été, vous savez, avec une espèce d'oukase. Le gouvernement, il ne fait pas les prix. Mais il doit permettre la création d'amortisseurs, réduire les normes pour réduire les coûts de production et partager la protection sociale avec les urbains pour permettre qu'on devienne compétitif et soulager nos agriculteurs. Alors vous avez une vraie vision économique de l'agriculture, exportatrice aussi, de la vocation agricole à exporter. On reçoit beaucoup de politiques ici. Chaque fois que tous disent oui, il faut exporter, mais à la fois quand on leur dit, bon, vous savez, exporter, ça veut dire être compétitif au niveau mondial. Ça veut dire peut-être aussi la ferme des 1000 vaches. Et là, en général, ils sont gênés. Vous, ça vous gêne ? Non, je ne suis pas gêné. Je pense que c'est un modèle qui devra évoluer là aussi progressivement. Ça ne veut pas dire la disparition totale et immédiate des exploitations familiales. Ça veut dire simplement de la mutualisation, des regroupements lorsqu'ils seront volontaires. Et de toute façon, la situation économique va conduire à ces regroupements. Quand on a besoin d'investir, on a besoin de partager l'investissement beaucoup plus que sur une toute petite exploitation. Ça, c'est une réalité qu'il ne faut pas cacher au monde agricole. Ça ne veut pas dire, entre guillemets, qu'elles doivent disparaître et encore moins immédiatement. Ça veut dire que c'est une évolution. Dans le monde céréalier, vous croyez que ça s'est fait du jour au lendemain? Et pourtant, ça a sauvé leur capacité à être compétitifs. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, quand on regarde un peu ce qui s'est passé cet été avec la crise, le marché du porc breton, vous avez dit un prix qui a été décidé par le gouvernement de façon arbitraire, alors qu'on est dans un système international où le prix résulte de l'offre et de la demande. Est-ce que vous ne pensez pas quelque part qu'il faut tourner la page de l'agriculture de Pisani des années 60, avec des interprofessions, des prix cadrés, de l'encadrement ? Mais par évidence, entre guillemets, on ne peut plus être dans l'agriculture paysanne. Le problème, c'est que les gouvernements précédents, comme le gouvernement actuel, n'ont pas travaillé avec le monde agricole à inventer un modèle différent. C'est pour ça que je vous parle de changement de modèle. On ne fera pas survivre le modèle de l'agriculture pisani avec les règles aujourd'hui d'un marché ouvert, mondialisé. Et on pourrait très bien se dire, il y a des gens qui vendent ça, ils vendent des mensonges en l'occurrence aux agriculteurs. On pourrait très bien se dire, non, on va refermer le marché, on va rester juste entre nous. Les agriculteurs qui sont ici, les exploitants, ils savent bien que de toute façon, ils ne vendent pas qu'en France. Il y a une hypocrisie, souvent de gauche, qui dit, on va faire uniquement dans le circuit court. C'est bien le circuit court, mais ça ne suffira pas. Il y a une autre hypocrisie, d'extrême droite en l'occurrence, qui dit on va faire dans le circuit fermé, on va juste rester entre nous. Oui, d'accord, mais ça ne suffira pas non plus, parce que les consommateurs ont d'autres habitudes de consommation et ils ont besoin de produits qui viennent d'ailleurs. On a donc besoin, nous aussi, d'en vendre ailleurs. Il faut simplement arrêter, entre guillemets, de regarder très court, donner de la longueur, de la distance. Et vous savez, les paysans, ils savent bien qu'il faut du temps pour arriver à faire les choses. C'est souvent les politiques, et pardon, les journalistes parfois qui l'oublient. Tout à fait, vous avez raison. Justement, les politiques, les agriculteurs ont l'impression que vous venez dans les salons, que vous les écoutez, vous serrez les mains, mais qu'une fois le salon terminé, les lumières éteintes, la parole n'est plus portée par la suite. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les rassurer ? Ce que j'étais en train de vous dire, la question, c'est pas de venir serrer la main. La question, c'est de se mettre autour d'une table, avant les élections, bien sûr, de partager un projet. Ce n'est pas les politiques qui vont décider seuls pour l'agriculture. Et je ne crois pas non plus que les agriculteurs peuvent décider seuls parce qu'ils ont besoin d'un environnement et que ça corresponde à des enjeux plus collectifs. Donc mettons-nous autour de la table pour trouver, entre guillemets, ce qui permet de créer du temps long, de recréer de la compétitivité, de donner de la lisibilité et de rendre attirant le métier. C'est aussi un élément qui est important. Je discutais de ça il y a quelques minutes avec un organisme de formation. Rendre attirant le métier pour que les gens restent sur le territoire, qu'ils y construisent leur famille. Parce que si on ne le fait pas, l'agriculture va se vider de nos territoires et elle va vider nos territoires. Parce que quand on a un exploitant agricole, il fait vivre autour de lui le commerçant, l'artisan, l'école, l'administration qui se trouve là. Et ça, c'est une vraie désespérance qu'on rencontre. Vous savez, moi, je suis un élu de banlieue en difficulté. La Seine-Saint-Denis, elle est connue pour ça. Et moi, je pense qu'il y a exactement les mêmes difficultés ou le même niveau de détresse dans le monde rural qu'on connaît dans ces banlieues-là. On parle souvent de l'un, pas souvent de l'autre. Et les deux ont besoin de France, les deux ont besoin de perspectives, les deux ont besoin aussi de changer de modèle. Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont Stéphane Le Foll a géré la crise ? Je ne veux pas être méchant avec le ministre de l'Agriculture, mais s'il avait su de quoi il parlait
Et s'il avait été présent, plutôt que de considérer que finalement il y avait des râleurs en Bretagne dans un premier temps et puis ailleurs, qu'il enquiquinait pendant ses vacances, on aurait peut-être mieux géré la crise. Mais il y a plus grave que l'attitude de M. Le Foll, qui n'a vraiment pas été à la hauteur de ses fonctions, me semble-t-il, ni des enjeux et de la souffrance qui a été vécue. Il y a plus grave. Cette crise, elle ne date pas du gouvernement Hollande. Depuis 3 ans, ils n'ont rien fait pour la réparer. Mais cette crise, elle date du moment où on a décidé de changer la politique agricole et on n'a pas mis en place, entre guillemets, un nouveau modèle économique. Pardon d'y revenir. On ne peut pas avoir changé les règles du jeu, elles sont totalement changées. Avant, il y avait des prix protégés. Vous produisiez n'importe quoi, vous étiez sûr qu'on vous l'achète à un prix qui était garanti. C'est plus le cas. Vous parliez du modèle Pisani, on ne peut plus continuer comme ça, sauf que personne, par peur du monde agricole, par peur électorale, que sais-je, n'a osé se dire, mettons-nous autour de la table, maintenant on en invente un autre, il y aura des contraintes, mais il y aura enfin de l'espoir. Pour l'instant, il y a trop de désespoir. Juste pour conclure, on a beaucoup parlé Pisani des années 60. Il avait une vision. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que cette vision de l'avenir de l'agriculture, à ce moment où on tourne la page, est-ce qu'elle fait défaut dans le monde politique et peut-être aussi dans le syndicalisme? Elle fait défaut dans les deux, et c'est pour ça que je vous ai dit à plusieurs reprises, mettons-nous autour de la table. Déjà, si on prend conscience qu'il n'y a pas cette vision, et donc qu'on condamne, entre guillemets, les agriculteurs à la fois aux difficultés, au désespoir, le métier qui perd de son attractivité, on a besoin de redonner de la perspective, je le disais. Comment est-ce qu'on pourrait voir l'agriculture française, qu'il s'agisse de l'élevage, qu'il s'agisse des fruitiers, qu'il s'agisse des céréaliers, du monde viticole, comment est-ce qu'on peut laisser mourir l'agriculture française alors que le monde entier aime, reconnaît nos produits, en a envie? Regardez les Chinois qui demandent à acheter français comme c'est pas permis, qu'il y a beaucoup plus de monde avant prêt à acheter, c'est juste nous qui ne nous sommes pas mis en bonne situation de produire pour les normes, pour les coûts, et pour effectivement la reconnaissance de nos marques et de la qualité. Jean-Christophe Lagarde, merci beaucoup. Merci. Voilà, on se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle émission. Merci.